C'est ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'Académie digitale des PME. Ce matin, on va parler de prospection digitale avec Hugo Stéphanian. Je laisse d'abord la parole à Corinne qui va présenter un petit peu DigiSpin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle version de ce webinaire qui connaît toujours beaucoup de succès. Deux mots sur le programme ADPME, donc effectivement consortium auquel nous avons répondu dans le cadre d'un programme financé par BPI France, un programme France Num, et donc qui a pour objectif d'évangéliser, si je puis dire, sans aucune connotation, d'être pédagogique sur les outils et la transformation digitale des petites entreprises. Alors, en deux mots, DigiSpin, moi je suis associé conseil chez DigiSpin. DigiSpin, on est un cabinet avec une dizaine d'associés conseils, mais la particularité, c'est que pour pouvoir bénéficier d'un large spectre de compétences, nous avons décidé de nous appuyer sur une communauté de 150 consultants indépendants qui ont des compétences sur deux sujets, des compétences certes d'un sujet, par exemple Hugo, qu'on aura tout à l'heure, est un spécialiste de la communication, est un spécialiste de tout ce qui est communication durable, même plus globalement, mais évidemment, il a aussi la connaissance de l'impact du digital sur son métier. C'est un petit peu ce qui caractérise tous nos consultants. Pour nous, on ne peut bien évidemment accompagner les clients que dans le cadre d'un digital maîtrisé, tout simplement parce qu'il y a des craintes, il y a des réticences des équipes, il y a des problèmes de compétences. Donc, c'est pour ça qu'on s'appuie sur ces compétences-là. Et on doit aussi travailler, dans le cadre de cette transition digitale, de manière différente, c'est-à-dire de manière avec l'intelligence collective de tout ce qu'on appelle toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, parce qu'avant tout, la transition digitale, c'est pas uniquement de la numérisation, mais c'est surtout de nouveaux usages. Et ça veut dire qu'on fonctionne un petit peu différemment. Pour nous, une fois que ces craintes sont apaisées, il y a des opportunités qui sont apportées par le digital. Je vais en citer 4 qui sont sur ce diagramme et je passerai tout de suite ensuite la parole à Hugo. La première, c'est que l'entreprise doit s'adapter forcément à la digitalisation de son écosystème. Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de la facturation électronique qui aura bientôt, télétravail. Donc, ça veut dire qu'autour de vous, il se passe plein de choses et vous êtes contraint de vous y adapter. Donc, ça, c'est la première chose. Une seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise peut augmenter son efficience, et Dieu sait s'il y en a besoin d'augmenter la productivité, de diminuer les coûts, par des outils et des process modernes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises sont équipées, on va dire, de logiciels métiers, d'outils bureautiques, etc. Mais ce qui fait perdre du temps, ce qui irrite aussi les collaborateurs, c'est tout ce qui se passe entre ces aspects-là, ou tout ce qui continue à être fait justement de manière artisanale. Et ça, pour gagner en productivité, il y a des solutions qui sont apportées. On a fait un webinaire sur le no-code en particulier. Toujours dans le cadre de l'optimisation de l'entreprise, et là ça fait partie de ce dont on va parler aujourd'hui, le digital permet d'accélérer la croissance. Évidemment, tous les outils qui sont apportés par le marketing digital, tout à l'heure Hugo parlera du nouveau parcours d'achat, il est évident que le digital aujourd'hui transforme complètement mais propose des leviers complètement complémentaires et accessibles à tous. On en parlera en détail. Et enfin, une fois qu'on s'est adapté, une fois qu'on a optimisé son fonctionnement, eh bien, le digital permet aussi de se réinventer complètement, réinventer des offres, réinventer des business models, réinventer toutes ces organisations, en quelque sorte aussi redonner du sens un peu à l'entreprise. Et c'est aujourd'hui tous ces outils dont on a besoin. Voilà. Donc pour ça, on s'appuie sur des outils, des diagnostics de maturité, des offres de formation, des G-skills pour accompagner ces entreprises. Je vais maintenant donc passer la parole à Hugo, qui va animer ce webinaire. Donc le webinaire va durer en gros, il est prévu pour durer 1 heure. Oui. Posez vos questions pendant le webinaire dans l'onglet questions plutôt que dans l'onglet commentaires. Ce sera un petit peu plus facile pour nous pour les retrouver. Si elles sont simples, je commencerai à y répondre, mais en tout cas, Hugo les traitera complètement à la fin du webinaire, ou si elle méritait d'être traitée juste sur un point que vous n'avez pas compris là, on le traitera aussi. Il y aura aussi des sondages tout à l'heure. Donc là, vous les retrouverez dans l'onglet sondage. Ne tapez pas 1, 2 ou 3 dans l'onglet commentaires, mais allez bien dans l'onglet sondage lorsqu'on vous y invitera. Voilà, écoutez, à tout à l'heure. À toi, Hugo. Merci Corinne. Bonjour à tous, très content d'animer ce webinaire autour de la prospection digitale et LinkedIn. L'idée, c'est d'expliquer des termes, de vous donner des bonnes pratiques, de vulgariser certaines choses pour que vous puissiez mieux comprendre, mieux maîtriser et pourquoi pas après vous lancer. Rapidement, moi je suis consultant en communication digitale et responsable, donc mon métier consiste à accompagner des TPE, des startups, des PME et même des entreprises un peu plus grandes à prendre la parole
sur les réseaux sociaux, sur le web, sur leur blog, en tout cas à expliquer leur expertise, à expliquer, à présenter leur équipe, à présenter leurs produits, à présenter leurs services pour valoriser ce qu'ils font, attirer, se faire connaître, etc. Et j'ai un parcours plutôt en agence digitale, en agence de communication. Avant de rentrer directement dans le sujet LinkedIn, on trouvait important avec Corinne de réexpliquer un petit peu certains termes, expliquer que le parcours d'achat digital, c'est-à-dire que LinkedIn est un outil, est un point de contact très important, certes, mais ce n'est pas le seul. Et il faut, quand on agit sur le digital, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres éléments, il y a d'autres choses comme ça. Alors, avant d'expliquer tout ça, déjà, on voulait montrer à quel point le digital est important dans un parcours d'achat, c'est-à-dire à quel point on passe par le digital avant d'acheter un service, un produit. Et on va faire un petit quiz. Alors, selon vous, donc c'est dans sondage, l'onglet sondage, quelle part des décideurs B2B, donc business to business, donc des professionnels qui achètent des produits à d'autres professionnels, mettent en avant le digital dans leur processus d'achat? Est-ce que c'est seulement 23%? Est-ce que c'est 62%? Est-ce que c'est 81%? Alors. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet sondage pour compléter. Donc, vous voyez l'onglet sondage. On attend un petit peu que les votes arrivent. Voilà. Bon, on va pas. Donc, il y en a déjà quand même une bonne partie. Donc, il y a plus de la moitié des participants qui ont voté pour 62%, Hugo. D'accord. Écoute, on va voir. Bah, c'est bien ça. Donc, à peu près plus de la moitié d'un décideur, donc quelqu'un qui va acheter un service, un logiciel, un produit B2B pour son entreprise. Il va d'abord passer par le digital, donc le digital, on va dire global, pour se renseigner, pour vérifier, pour comparer. Donc, c'est quand même très, très important, d'où l'importance de comprendre un peu comment ça fonctionne, de comprendre ce que sont les points de contact. Dernière petite question. Alors là, on était dans le processus d'achat, là, on est directement dans l'achat. Quelle part des professionnels affirment acheter des produits et services en ligne? Donc, produits pour son entreprise, logiciels, prestations intellectuelles, etc. Est-ce que c'est 24%, réponse A? Est-ce que c'est 61%, réponse B? Est-ce que c'est près de 80%, réponse C? Pareil, dans l'onglet sondage, en bas à droite. Alors, les votes avancent. Alors, 23, 62, 80. Non, c'est l'autre. Tu regardes le premier, c'est le peut-être. C'est 24. Alors, aujourd'hui, là, voilà, on commence à avoir un nombre de votes important. Donc, il y a 80% des votants qui indiquent que 52%, il y a 52% des votants, oui, qui indiquent 80%. Pardon, excusez-moi, je bégayais. Ok. Eh ben, c'est bien ça, 80% des professionnels achètent des produits et services en ligne pour leur entreprise. Donc, ça, c'était une étude par la Post Solutions Business. Donc, on se rend compte que aujourd'hui, c'est deux chiffres, c'est deux statistiques. L'une qui est une source d'une étude de Google et l'autre de la Post Solutions Business. On se rend bien compte que le digital est important dans le parcours d'achat pour s'informer, expliquer ses produits, ses services, etc. Et donc, quand on parle de digital, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ce qu'on appelle le parcours d'achat et rappeler que le digital n'a pas fait disparaître, on va dire, les points de contact traditionnels qu'on peut avoir avec un prospect. Je m'explique. Il existe toujours, vous pouvez participer à un événement, à un salon professionnel et faire rayonner ce salon en amont sur vos réseaux sociaux, sur votre site web. Et de ce salon, vous allez récupérer des emails peut-être que vous allez relancer par de l'emailing. Bref, tout ça. Et ces emailing, peut-être qu'après, ils se sont inscrits à votre newsletter. Bref, il y a plein de points de contact. Il y a des emails, il y a la publicité, il y a les événements. Il y a les relations presse, il y a les réseaux sociaux, il y a le contenu, il y a votre site web, il y a des promotions, il y a des pages produits,
il peut y avoir des magasins même. Bref, il y a tous ces points de contact qui aujourd'hui doivent vivre ensemble, c'est-à-dire doivent se connecter, c'est-à-dire il doit y avoir du lien entre ce qui se passe sur votre site web, votre blog, votre LinkedIn et les actions commerciales qu'il y a par ailleurs, votre présence à un événement, etc. Et c'est important d'avoir cette chose en tête pour essayer de créer des ponts, créer des liens et pas se dire qu'il n'y a que LinkedIn ou il n'y a que les emails ou que la publicité, mais au contraire qu'il y a pas mal de points de contact qui peuvent être optimisés, utilisés et j'ai envie de dire réconciliés et connectés pour toujours amener plus de personnes à découvrir ce que vous faites, à prendre en considération vos services, vos produits, vos prestations, à passer à l'achat, peut-être à les utiliser, voire peut-être à les recommander. Donc c'est vraiment ce principe de découvrir, considérer, acheter, puis recommander et devenir un client que l'on souhaite fidèle. Donc dans ce cadre de parcours d'achat où il y a des leviers traditionnels, j'ai envie de dire, qui existaient avant le web et le digital, et les leviers du digital qui viennent, on va dire, augmenter tout ça. La prospection digitale, ça consiste en quoi? Finalement, ça consiste à utiliser les plateformes, les outils que nous propose le numérique, réseaux sociaux, sites web, médias, veille. Tous ces outils-là, c'est les utiliser pour, dans un premier temps, faire connaître son entreprise, ses offres, son expertise, ses équipes, ses compétences. Trouver des interlocuteurs, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec le web, on peut détecter des interlocuteurs, des entreprises, des professionnels qu'on n'aurait pas pu rencontrer par ailleurs. Forcément, essayer d'attirer ces professionnels, d'attirer ces leads, d'attirer ces clients potentiels par son site web, par ses réseaux sociaux, par des actions diverses et variées. Et puis, au-delà d'attirer, ça peut aussi trouver. Grâce à LinkedIn, on va le voir par ailleurs, on peut détecter, identifier, grâce à des médias en ligne, grâce à de la veille, etc. Donc la prospection digitale, c'est un chemin. C'est pas vendre directement sur le digital, on ne parle pas de e-commerce là, mais c'est utiliser les outils à notre disposition de la bonne manière pour à la fois se faire connaître, attirer et détecter. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Et donc, pareil dans l'idée de ce webinaire que d'expliquer les termes. Donc, on a le parcours d'achat. Le parcours d'achat, il y a des points de contact traditionnels et des points de contact, on va dire, digitaux. La prospection digitale, c'est utiliser les outils du digital pour détecter, se faire connaître, attirer des leads. Et souvent, on entend parler de inbound vs outbound, donc marketing, qui sont voilà des termes de marketing. Et nous, on pense que c'est important avec Corinne de l'expliquer pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc, globalement, qu'est-ce que l'inbound marketing? Qu'est-ce que l'outbound marketing? L'inbound marketing, c'est mettre des actions en place pour attirer des clients potentiels. On va créer des contenus, on va animer ses réseaux sociaux, on va créer son site web, on va faire des choses qui vont attirer parce que ce qu'on va raconter, ce qu'on va proposer est intéressant et utile. Et l'outbound marketing, c'est le côté plus, on va chasser, c'est-à-dire qu'on va aller on va être présent sur un salon, on va prendre son téléphone pour appeler des prospects, on va envoyer des emails à des personnes que l'on a détectées, etc. Et l'image, la petite image là le montre bien. L'inbound, c'est l'aimant. On essaye d'attirer par des contenus de qualité, par des actions qui vont intéresser. Et de l'autre côté, on le voit, c'est plutôt le mégaphone, c'est-à-dire que c'est plus, on va pousser nos messages, on va faire de la publicité, on va appeler, on va envoyer des emails. Donc, pour retenir l'inbound, c'est l'aimant, ou on va dire le pêcheur souvent aussi, et l'outbound, c'est le chasseur, ou ce côté, on va prendre son mégaphone pour dire bonjour, découvrez nos produits, découvrez nos services, découvrez nos promotions. Et donc, en fait, le principe de la prospection digitale, c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'on va à la fois créer des contenus, publier des choses sur les réseaux sociaux qui vont intéresser des personnes, et en même temps, on va essayer d'aller chercher des profils intéressants, notamment sur LinkedIn. Donc, c'est à la fois, être actif sur LinkedIn, c'est à la fois, et on le verra par la suite, partager du contenu, mais aussi détecter des profils. C'est pas et l'un d'un côté et l'autre d'un côté. Il faut vraiment faire les deux pour que ça fonctionne bien et pour que des personnes s'intéressent à vous, s'intéressent à ce que vous faites, s'intéressent à votre entreprise. Donc vraiment, la prospection digitale, c'est réconcilier les deux. C'est à la fois
proposer des choses qui vont attirer, intéresser, des webinars, des contenus, etc. Et aussi aller chasser, on va dire, faire un peu de chasse et identifier les bons profils, les bonnes personnes, les bons jobs dans les bonnes entreprises, chez vos bonnes cibles, on va dire. Et donc, j'ai envie de dire, LinkedIn est un des outils, une des plateformes principales aujourd'hui, en tout cas dans une approche de prospection de professionnel à professionnel. Ça fait partie un des outils, une des plateformes les plus intéressantes. Donc, pour rappel, LinkedIn est aujourd'hui la plateforme leader sur les professionnels, avec plus de 24 millions d'utilisateurs en France. Et c'est à la fois utile pour de la recherche d'emploi, pour du recrutement, et évidemment pour ce qui nous intéresse, la prospection, la communication, la publicité. Donc c'est vraiment une plateforme qui est complète, parce que pour une entreprise, elle permet à la fois d'aller chercher des nouveaux talents, de recruter, de communiquer sur ses valeurs, ses engagements, ses produits, ses services. Pour ses commerciaux ou ses dirigeants, d'aller réseauter, d'aller prospecter. Et aussi, ça peut être aussi pour un lancement d'un nouveau produit, nouveau service, ça peut être une plateforme pour faire de la publicité. Donc, aller payer pour mettre en avant votre nouveau produit, votre nouveau service. Donc, c'est vraiment une plateforme très complète, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une plateforme assez incontournable et très importante dans le monde et en France. Mais souvent, la première chose, je pense, qui est importante, c'est quand on rencontre des personnes avec Corinne et avec Digispin qui veulent aller sur LinkedIn, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un réseau qu'il faut aussi incarner. Donc, incarner, ça veut dire il faut que vous ayez, vous, en tant que dirigeant, en tant que membre de votre entreprise, en tant que créateur d'entreprise ou porteur de projet, c'est important d'avoir un profil optimisé. Un profil optimisé, c'est quoi? Déjà, c'est un profil avec une belle photo, avec un arrière-plan de couverture, donc une bannière qui représente votre univers. Si vous êtes dans le service, si vous êtes dans les produits, dans le tourisme, je sais pas, dans les vélos, bref, un arrière-plan qui permet que quelqu'un qui arrive sur votre profil, il se dise « Ah, je comprends de quoi il va me parler, je comprends dans quel univers il agit et ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, mais au moins je sais sur quel profil je suis tombé et dans quel univers cette personne va intervenir. » Il faut un titre engageant, il faut expliquer votre parcours, il faut expliquer vos différentes expériences. On peut aussi mettre des contenus pour retenir l'attention du visiteur. Je vous montrerai après un petit exemple. Souvent, la question, on l'avait encore juste avant de commencer le webinaire avec Corinne, page entreprise vs profil de dirigeant. Faut les deux. C'est-à-dire que votre entreprise, elle existe, c'est une entité officielle, elle se doit d'avoir une page sur LinkedIn. J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est un peu comme un site web. Une entreprise, c'est plutôt quand même assez important, même s'il y a pas mal d'entreprises qui n'en ont pas, d'avoir un site web. Aujourd'hui, une entreprise, ça peut être très, très utile, qu'elle soit petite, moyenne, grande forcément, c'est très utile d'avoir une page entreprise. Et qu'est-ce qu'on va mettre sur cette page entreprise? C'est une présence plus institutionnelle, plus corporate. On va expliquer l'actualité de l'entreprise, la participation à des salons, on va présenter les derniers produits, services, les dernières recrues. Voilà, on est dans un style plus institutionnel, plus corporate. Le profil du dirigeant, c'est votre profil, par exemple le profil de Corinne ou moi ou votre profil. Et là, il y a votre réseau. Donc, il y a le réseau que vous avez rencontré dans vos expériences précédentes, il y a vos partenaires, il y a vos anciens clients, il y a vos anciens collègues, etc., etc. Donc, on est dans un réseau beaucoup plus professionnel, personnel. Et là, on va pouvoir partager des points de vue, des apprentissages, des choses comme ça. Mais il peut y avoir un vase communicant, c'est-à-dire qu'on peut inviter, vous avez votre réseau sur votre profil, je sais pas, vous avez 200 contacts, vous pouvez les inviter à suivre votre page. Donc, il y a quand même des vases communicants. Mais c'est important d'animer les deux. L'une est une présence plus officielle, plus institutionnelle. L'autre, c'est votre profil pour réseauter, pour parler de vos apprentissages, de vos découvertes, de votre participation à des événements, de vos derniers recrutements, etc. Il faut vraiment animer les deux de manière équilibrée et il y a des ponts qui se font. Vous pouvez partager les posts de votre entreprise sur votre profil. Vous pouvez partager les posts de votre profil aussi sur votre page. Vous pouvez animer votre profil, vous pouvez animer votre page. Voilà, il faut vraiment avoir un plan un petit peu sur les deux, assez équilibré. Il ne faut pas faire que l'un ou que l'autre.
Hop. Donc, après ce qu'il y a eu sur la différence page-profil, et je pense qu'on pourra en revenir s'il y a des questions, voilà ce que j'appelais un profil bien complété, c'est une photo de couverture, donc cette photo en arrière, donc ça peut être une photo dans votre univers, ça peut être une photo avec les membres de votre équipe, ça peut être une photo où on voit vos produits, vos services, bref, il faut qu'on se plonge dans l'univers. Une photo professionnelle de qualité, une section résumé, vous voyez, c'est une petite bio qui arrive au début du profil. À quoi ça sert? Bah, on arrive sur votre profil, on ne vous connaît pas. Si on voit pas de photo, pas de photo de couverture, qu'il n'y a pas quelques lignes sur vous, en fait, c'est comme si vous avancez masqué. Et c'est pas très agréable que de parler avec quelqu'un qui est masqué. Donc, cette petite bio, en quelques phrases, qui explique votre parcours. Je suis dirigeant de un tel, j'ai fondé un tel. Mes compétences et mes compétences sont celles-ci. Je suis intéressé par les ressources humaines, j'en sais rien, et l'innovation. Quelques lignes comme ça qui viennent personnaliser. Et du coup, ça commence à créer une relation un peu plus sympa. Il faut imaginer le nombre de profils et de personnes que l'on rencontre et que l'on voit passer sur le web et sur LinkedIn. Donc, ces petits éléments de contexte, de personnalisation, vous expliquez qui vous êtes, ça permet d'humaniser et ça permet qu'on sache un peu plus qui vous êtes et qu'on ait un peu plus peut-être envie de discuter avec vous que si vous mettez le strict minimum, une photo, le nom de votre entreprise et dirigeant. Avec ça, je ne vais pas bien loin. Je n'ai pas l'impression que c'est une personne qui a envie de me partager des choses et qui a envie de communiquer et de converser. Donc, c'est important de compléter au maximum ces éléments-là avec des informations professionnelles. On est d'accord, on n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur Instagram, on n'est pas là pour expliquer. Alors, vous pouvez, hein, si vous voulez expliquer que vous êtes fan de tel ou tel sport, il y en a qui le font, hein, il y en a qui mélangent leur vie, voilà, certains dirigeants, hein, qui parlent aussi de leur passion à côté du travail. En tout cas, mettez surtout des informations professionnelles sur votre entreprise, vos compétences, votre vision, vos services, vos produits, vos équipes, etc. Donc, on a une photo de couverture, on a une petite bio de quelques lignes, on n'est pas obligé de faire tout un roman de quelques lignes qui explique un peu qui vous êtes. On peut épingler aussi, et ça c'était une question la dernière fois, je me souviens, Corinne, c'est-à-dire que si vous avez partagé des contenus, une vidéo de votre entreprise, un article qui parlait de vous, votre dernier produit, vous pouvez directement ces posts les épingler, c'est-à-dire les remettre en avant sur votre profil. C'est-à-dire que la personne qui arrive sur votre profil, elle voit les derniers posts que vous avez faits, une interview, une présentation d'un service, votre dernière formation, etc. Et donc, déjà, il rentre encore plus dans votre univers. C'est-à-dire qu'il a quelques lignes sur vous avec votre bio. Il découvre directement les premiers contenus que vous lui avez mis en avant. Il rentre dans votre univers, il est curieux, il regarde ce que vous faites et du coup, il commence à y avoir un contact déjà avec votre entreprise, avec ce que vous faites. Donc, c'est important de mettre des contenus, de compléter au maximum votre profil. C'est la première étape pour être actif, on va dire, sur LinkedIn. Donc, première étape, on optimise son profil au maximum. C'est vraiment utile si vous voulez commencer à ajouter des personnes, réseauter, envoyer des messages, etc. Et ensuite, on peut utiliser LinkedIn, pour moi, pour ce que c'est. Et pour moi, c'est le plus grand annuaire professionnel qui existe. Je m'explique. Il y a plus de, je ne sais plus combien envoyé, 24 millions de Français inscrits. Avec la recherche LinkedIn, donc cette barre de recherche, on peut trouver des entreprises qu'on ne connaissait pas, des personnes dans ces entreprises, des nouvelles entreprises liées à ces entreprises-là. Bref, c'est comme un annuaire sur lequel on va chercher pour détecter des profils, des futurs partenaires, des futurs prestataires, des futurs clients, des futurs recrues, etc., etc. Donc, c'est vraiment un annuaire géant qui peut permettre de découvrir des décideurs, de récupérer aussi des informations, de découvrir des nouveaux produits logiciels. Je vais vous donner un exemple d'à quoi peut servir une recherche sur LinkedIn. Donc moi, dernièrement, je regardais un petit peu des personnes qui font de la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Et donc, quelle recherche je pouvais faire sur LinkedIn, donc dans ma barre de recherche? Eh bien, responsable RSE en Île-de-France. Et donc là, il me donne une première liste, mais moi, je voulais un petit peu plus filtrer. Et j'ai filtré dans le secteur des technologies, de l'information et du marketing, un secteur que je connais un peu plus de par mon métier et mes activités. Donc, je tape responsable RSE en Île-de-France dans le secteur des technologies de l'information
et du marketing, et j'ai une liste qui m'est donnée. Et qu'est-ce que je vais faire cette liste? À moi d'aller visiter les profils pour voir s'il y a des profils qui sont plus complétés, qui partagent plus d'informations. Je vais essayer de glaner des informations et à moi peut-être d'aller ajouter certaines de ces personnes. Donc, par exemple, là, on voyait Annabelle, Gaëlle, Célia. Donc, imaginons que je détecte que ce sont des prospects potentiels ou que j'ai envie de rentrer en contact avec elles. Eh ben, comment on va contacter cette personne-là? Alors, il y a deux écoles. On peut lui envoyer une invitation sans message. Ça marche très bien. Je crois que les dernières statistiques disaient que ça marchait très, très bien. Mais on peut aussi mettre un peu de forme. Donc, faire un petit message. Bonjour Annabelle, j'ai vu que vous participiez à un événement sur la RSE. Je suis moi-même intéressé par ces sujets-là. Ce serait intéressant d'être en contact. Ce qui est important, si vous mettez ce message-là, n'envoyez pas un message de spam. Ce que j'appelle un message de spam, c'est un premier message commercial. Ça va tuer la relation alors qu'elle elle a même pas encore commencé. Aujourd'hui, LinkedIn est très utilisé. Est très utilisé. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pas forcément de la bonne manière. En tout cas, le premier message, évitez d'être tout de suite bonjour, découvrez mes offres et mes produits, etc. On va essayer de rentrer en conversation. Donc déjà, essayer de questionner, essayer de discuter sur son métier, etc. Donc, on commence par ça. Et puis après, évidemment, on peut expliquer ce qu'on fait. Voici ma présentation, voici mon catalogue, voici mes offres et services, voici mon site web, etc. Mais s'il vous plaît, le premier et le deuxième message, on va dire, on n'est pas, on est déjà on reste dans une posture d'écoute. On n'est pas bonjour un tel, j'ai ça à vendre, point. Il faut quand même être un tout petit peu dans une posture d'écoute et de conversation. Mais après, évidemment, on est là aussi pour proposer ce qu'on a à proposer. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est à partir de ma recherche, avant d'envoyer un message, peut-être, je peux regarder ce que cette personne a partagé. Donc, je fais ma recherche de responsable RSE, je regarde le premier profil, le deuxième profil, le troisième profil, et je regarde ce qu'ils ont partagé. Et en regardant ce qu'ont partagé ces profils-là, peut-être que je vais détecter une information. Tiens, elle participe à cet événement-là au mois de mai. Tiens, ils ont lancé un nouveau produit. Tiens, ils ont lancé une nouvelle campagne de communication. Tiens, ils sont en cours de recrutement. Bref, il y a plein d'éléments comme ça, on va dire, qui peuvent être des informations utiles pour vous dire dans quel état d'esprit cette personne-là, ce professionnel-là ou cette entreprise-là est. Je sais pas, il y a cette entreprise a fait une levée de fonds, elle a lancé un nouveau produit, elle recrute. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça. Ce que je disais sur la prospection digitale, c'est aussi glaner des informations. Il y a plein d'éléments comme ça qui vont vous permettre d'accrocher, de briser la glace, de discuter et de comprendre un peu mieux où en est l'entreprise dans ses réflexions par rapport, je sais pas, à sa vie de son entreprise, à sa croissance, etc. Et ces éléments-là sont hyper intéressants pour détecter des entreprises qui sont plus à même peut-être d'acheter vos produits, vos services ou d'écouter en tout cas ce que vous avez à leur proposer. Donc, vous lancez une recherche avec des noms de jobs, un secteur, j'ai envie de dire géographique si c'est utile pour votre activité, des secteurs d'activité. Vous regardez ces profils-là, vous essayez de glaner des informations et avec ces informations-là, vous commencez à envoyer des invitations et à essayer d'ajouter ces personnes-là pour rentrer en conversation avec elles et pourquoi pas leur proposer vos services, votre produit. Qu'est-ce qu'on peut faire sur LinkedIn? On peut aussi faire de la publicité. Donc, on imagine que vous avez bien optimisé votre profil. Il est bien complété. Vous commencez à utiliser la recherche LinkedIn, c'est-à-dire que vous glanez des informations, vous détectez des profils, vous ajoutez, vous agrémentez votre réseau, vous agrémentez votre réseau, voilà, vous ajoutez des personnes, etc. De là, on peut aussi utiliser la publicité. Donc, la publicité, c'est un levier payant. Donc, vous allez payer selon votre budget, hein, ça va de 50, 100 à des milliers d'euros. Vous allez payer pour pousser votre message, votre publicité, votre vidéo, votre photo dans les flux d'actualité. Donc, à quoi ça peut servir? Ça peut servir quand on a un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle offre que l'on veut proposer. Ça peut servir quand on a un changement important dans son organisation et dans son entreprise. Voilà, ça peut être utile. Effectivement, il faut savoir maîtriser les codes de la publicité. Il faut avoir un petit budget. Hein. Ça se compte, faut quand même à partir de quelques centaines d'euros avant d'avoir des bons retours. Il faut bien connaître sa cible.
C'est-à-dire que si vous mettez une cible un peu trop large, bah, votre publicité, elle va être montrée à n'importe qui. Si vous la mettez à une cible un peu trop restreinte, bah, finalement, LinkedIn, il va pas arriver à trouver les bonnes personnes à qui montrer cette publicité. Ah, voilà, c'est un vrai autre savoir-faire, mais c'est aussi une plateforme publicitaire, LinkedIn. C'est une plateforme de réseautage, de prospection, de communication, mais ça peut être aussi une plateforme publicitaire. Où on va pousser, moyennant un budget, des publicités. Comme on peut voir des publicités sur Facebook, sur Instagram, etc. Comment ça marche? Ben, je reprends mon exemple. Imaginons, j'ai une offre de formation dédiée je sais pas, aux responsables RSE, à des responsables achats, j'en sais trop rien, et j'ai envie de faire de la publicité. Ben, je vais créer ma publicité en disant, je veux que tu montres ma publicité à des personnes travaillant dans la RSE en Île-de-France. Donc, vous voyez, j'ai mis les compétences, responsabilité sociale, conseiller en développement durable. Je vais mettre des compétences. LinkedIn, il va chercher les bonnes personnes et il va montrer ma publicité dans leur flux d'actualité. Et donc, peut-être qu'en montrant ma publicité comprenant un livre blanc, un article ou un lien vers mon site web avec ma formation, il y en a certains qui vont se dire « Ah, bah, cette formation, elle a l'air intéressante. Je suis curieux ou je suis curieuse et je vais demander combien coûte cette formation et comment je peux mettre en œuvre cette formation. » Donc, ça peut être utile quand on a vraiment un produit, un service important avec une valeur voilà, assez importante, hein, parce que si vous mettez 500 ou 1000 euros de publicité et que ce que vous vendez, c'est pas très cher, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Donc, il y a un calcul quand même à faire entre les dépenses publicitaires et le service que vous avez ou le produit que vous avez à proposer. Et ça peut être très utile si c'est bien utilisé. On imagine que vous avez bien optimisé votre profil. Vous commencez à rechercher des personnes et à ajouter plein de personnes, à commencer à rentrer en contact avec elles, etc. Mais c'est important, mais tout ça va falloir va quand même commencer à le mesurer. C'est-à-dire que vous y passez du temps, vous faites bien toutes les bonnes pratiques, vous êtes accompagné, mais il faut quand même mesurer. Donc, comment on mesure finalement ces performances? Déjà, on regarde combien de contacts on a ajoutés. Tiens, j'ai ajouté 15-20 personnes qui sont vraiment dans ma cible. Et on a eu une première discussion. Alors, je vous souhaite que les 20 achètent, mais ce ne sera pas forcément le cas. Mais en tout cas, c'est déjà des éléments importants à avoir. Il y a 20-25 personnes qu'on a ajoutées qui sont clairement dans ma cible. Ce sont clairement des entreprises qui pourraient acheter mon produit-service, qui n'ont pas acheté tout de suite, mais qui pourront racheter demain. Donc, j'ai commencé à me constituer un réseau beaucoup plus riche. Et ces personnes-là, elles sont dans vos contacts. Donc, quand vous allez renvoyer des posts, peut-être qu'ils n'ont pas acheté au mois de mai 2023, mais dans 6 mois ou 8 mois, vous avez encore ces personnes dans votre réseau, ils voient passer vos posts, ils voient passer les actualités de votre entreprise, et donc ça continue la relation. Vous pouvez mesurer le nombre de messages envoyés, vous pouvez mesurer le nombre de personnes, d'appels découvertes que vous avez eus. Mais il est important derrière de voir, de suivre un petit peu la courbe et de se dire tiens, combien de ces contacts m'ont donné un rendez-vous, voire une signature de contrat, etc. Pour pouvoir aussi mesurer quel était le plus utile dans votre prospection. Est-ce que c'était LinkedIn? Est-ce que c'était un événement? Voilà. Est-ce que c'est grâce à l'événement que vous avez pu récupérer cette personne sur LinkedIn? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent se combiner. Mais l'important, c'est de mesurer le temps que vous y passez, ce que ça apporte en termes de contact, et puis est-ce que ça transforme en termes de prospection. Hugo, si tu veux bien, est-ce que tu veux bien qu'on fasse une petite pause? Excuse-moi de t'interrompre. Il y a beaucoup de participants, on a déjà beaucoup de questions, donc on va rentrer au milieu de webinaire. Alors, j'en ai répondu à une ou deux, merci. Mais je vais te la reposer. La confidentialité, c'est-à-dire la confidentialité, est-ce que LinkedIn récupère la totalité de mon carnet d'adresses? Alors, pour moi, c'est une option paramétrable. Hein, on dit effectivement, je veux charger mon carnet d'adresses, il vous le propose, mais c'est paramétrable, ça veut décider. Oui, tout à fait. Après, voilà, oui. Tout à fait, oui. Après, ça a tout intérêt si on veut rapidement se constituer un réseau. C'est-à-dire qu'il va voir les personnes dans votre boîte mail qui ont un compte LinkedIn. Donc, ça peut être utile aussi. Voilà. Ensuite, alors on nous demande est-ce qu'on peut passer au compte créateur? Alors là, la question est de dire plutôt qu'est-ce que comporte le mode créateur. Alors c'est vrai que c'est une fonctionnalité récente de LinkedIn.
déjà, il faut que LinkedIn décide que vous êtes éligible créateur. Alors, ça veut dire que votre profil, quand même, est suffisamment rempli, que vous avez pas mal de contacts, que vous êtes assez présent sur le réseau. Et après, ça vous permet d'avoir, en fin de compte, une mise en avant de votre profil différente. Hein. Donc, quand LinkedIn vous propose, voulez-vous être créateur, bah, dites oui, parce qu'il va vous mettre encore plus en avant. C'est-à-dire que dès que vous demandez quelqu'un en contact, il y a le bouton suivre. C'est-à-dire que même s'il ne vous accepte pas, il peut déjà vous suivre, il peut voir vos actualités qui sont mises plus en avant, et puis vous bénéficiez de fonctions comme le live, par exemple. À ce propos, nous, on fait un live dans quelques temps. La semaine prochaine, je fais un live avec un autre consultant Digispin sur la QRT. Certains de vous l'ont peut-être vu sur la page Digispin. Eh bien, on peut faire des lives. C'est-à-dire qu'on peut animer des manifestations qui sont enregistrées et puis sur lesquelles on peut s'en servir. Donc, c'est intéressant d'y être, mais effectivement, à condition que LinkedIn considère que vous êtes… voilà. Alors ensuite, une question, Hugo. Quand on écrit un prospect sur LinkedIn, on le fait avec le compte de l'entreprise ou notre compte perso. La page de l'entreprise n'est plus une vitrine. Alors, on ne peut pas écrire à travers une page, donc la page de votre entreprise. C'est impossible d'écrire à une personne directement. C'est pas possible dans la plateforme, c'est impossible. Donc, on parle de personne à personne, de Corinne à Hugo, de Hugo à Jean-Paul, Frédéric. C'est de personne à personne. Donc, c'est de profil à profil. Les pages ne peuvent pas communiquer avec des profils. Alors, les avantages à passer en compte premium. Autrement dit, payant. Je ne saurais pas ce que ça veut dire. C'est le premier niveau de paiement de LinkedIn. Hein. Voilà. Alors, il y a différents abonnements. Hein. Il y a ceux qui sont plutôt quand on recherche un emploi. Il y a ceux qui sont quand on est recruteur. Nous, celui qui nous intéresse, hein, c'est Sales Navigator. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir plus de filtres dans la recherche. On va pouvoir faire des listes de prospects. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends mon exemple, responsable RSE Île-de-France, je vais avoir un peu plus de filtres pour mieux préciser ma liste de prospects potentiels. Je vais pouvoir faire des listes différentes. Liste prospect RSE Île-de-France, liste prospect RSE Rhône-Alpes. Et en fait, je vais avoir des listes comme ça que je vais pouvoir suivre et sur lesquelles je vais pouvoir rebondir quand il y a un tel qui partage des contenus. Donc, en fait, ça permet d'avoir une interface beaucoup plus fluide, avec beaucoup plus de fonctionnalités, avec beaucoup plus de filtres pour prospecter. Attention, il faut s'en servir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait les étapes que je vous ai dit sur optimiser et déjà maîtriser la plateforme de manière gratuite, d'abord déjà bien maîtriser la plateforme de manière gratuite et avoir poussé au maximum de ses possibilités avant de passer au premium. Et après, on peut accompagner sur… Alors, il y a un niveau intermédiaire de premium, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un abonnement Sales Navigator, hein, c'est plus de 900 €. Ça doit même dépasser les 1000 par an, j'entends. Hein. Donc, il y a un profil premium qui est un peu moins cher, qui n'a pas de fonction liée au recrutement, liée à toutes les fonctions importantes qu'a décrit Hugo, qui est intermédiaire. L'intérêt, c'est que, par exemple, vous pouvez voir les gens qui ont consulté votre profil. Alors, quand vous êtes dans le gratuit, vous avez que les 3 derniers. Vous pouvez avoir des statistiques différentes, vous pouvez un peu mieux regarder votre profil. Voilà. Et vous êtes… faut savoir aussi que les réseaux sociaux, quand on payait, on vous met en avant quand même. Donc, ça veut dire qu'aussi, votre profil sera mieux. Les publicités, tu viens d'en parler. Oui. 2-3 jours ou 1 ou 2 semaines. Plus. Un mois. Un mois parce que, en fait, c'est de l'algorithme. C'est-à-dire, si vous laissez que 1 ou 2 jours à LinkedIn pour trouver les bonnes personnes, il va montrer votre pub une journée à une partie de la cible. Et il n'a pas le temps de travailler. Donc, non, des campagnes publicitaires, ça dure au moins sur un mois. Voilà. Parce que vous ciblez 5000 responsables RSE, responsables achats, vous mettez la pub un jour, LinkedIn, elle en a peut-être montré à 50 personnes ou 100 personnes de ces 5000 personnes. Donc, non, c'est plus long que ça. Alors, dans le même sens, alors là, la question va être tout à fait dans le même sens. Comment LinkedIn détermine-t-il les contacts à qui il diffuse les posts? Il y a beaucoup de gens qui sont surpris. J'ai 3000 contacts et comment se fait-il que mon post n'a été vu que par 200? Alors, donc, là, on rentre dans l'algorithme. L'algorithme. Toutes les plateformes de réseaux sociaux ont un fonctionnement algorithmique, c'est-à-dire que elles vont, ce qui détermine à qui mon post va être vu. Comment c'est déterminé? On va prendre un exemple. Imaginons, moi, Hugo, j'ai 1000 relations sur LinkedIn. Quand je vais publier, LinkedIn, il ne va pas montrer à mes 1000 relations, parce que ces 1000 relations, elles ont elles-mêmes des relations qui les intéressent plus que moi, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je publie, LinkedIn, il va montrer peut-être à mon cercle 1, donc les 100 personnes qui aiment vraiment tout le temps mes posts.
c'est mes amis, c'est Corinne qui vient liker mes posts parce qu'on s'entraide. Ben voilà, il va d'abord montrer au cercle 1. Si ce cercle 1, j'invente les chiffres, hein, c'est 100 personnes, et que ces 100 personnes, elles like, elles commentent, c'est une information qui est envoyée à LinkedIn lui disant « ce post à Hugo plaît, alors je vais le montrer à un cercle 2 ». On imagine que ce cercle 2, c'est 200-300 personnes de mes 1000 relations. Et ainsi de suite. Si ce cercle 2 réagit, il le montre à un cercle 3, etc. Donc, en gros, LinkedIn, l'algorithme, il va montrer votre post si votre post plaît. Votre post plaît si le contenu est intéressant, utile, bien travaillé, esthétique, etc. Et si les personnes, quand vous publiez, les personnes réagissent. Et c'est normal. En fait, c'est ni plus ni moins, il récompense les personnes partageant du contenu qui plaît. Intéressant. Donc, voilà. Juste un petit conseil, si vous voulez vraiment faire un post qui pour vous est essentiel, parce que vous faites un événement, parce que vous faites une grande annonce, etc., écoutez, faites un petit WhatsApp à l'ensemble ou un SMS Voilà. aux gens que vous aimez bien, parce que toutes les interactions, que ce soit, alors il y a des quotas, enfin il y a des, comment dirais-je, il y a des scorings, hein, c'est-à-dire que un like ça compte tant, un commentaire ça compte tant, un repartage ça compte tant, mais tout ce qui est fait dans la première heure est essentiel pour la diffusion derrière. Alors après, il peut y avoir une trace longue, hein, c'est-à-dire qu'un post, il a une durée de vie. Quelquefois, moi j'ai vu des vidéos qu'on a postées, 3 mois après, il y avait encore des vues de vidéos qui se faisaient parce que c'était des choses qui avaient eu des milliers de vues. Donc quand ça commence comme ça peut être très très long après à se déployer, hein, mais les premières heures sont capitales. Si les premières heures, votre post ne réagit pas, LinkedIn, il s'en fiche, il arrête. Il ne va pas plus loin. Et donc l'effet boule de neige, en quelque sorte, ou viral du réseau social, n'est pas activé. Voilà. Alors, on repose une question sur les publicités, mais je voudrais qu'on connaisse quand même. Campagne plus tard sur un mois, il y a une question de budget. Il faut plutôt un gros budget pour que la campagne dure aussi longtemps. Ben, ça dépend. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que ça dépend de la taille. Il y a le gros budget, etc. Il y a des notions d'enchères dans les réseaux sociaux, oui. Quelle que soit la publicité, ben il faut rentrer dans les. Si vous voulez toucher tous les professionnels en France ou une petite cible régionale, enfin, la taille de l'audience et de la cible est hyper importante. Vous voulez toucher toutes les personnes qui font du marketing en France, ça représente plusieurs millions de personnes, il va falloir pas mal d'argent. Donc ça dépend de la cible. Ce qui est intéressant, est-ce que c'est votre campagne, est-ce que vous avez peut-être dit aussi tout à l'heure, c'est que ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire. Est-ce que vous voulez avoir des visiteurs sur votre site internet pour développer votre notoriété? Est-ce que vous voulez directement autre chose? Donc en fonction de ce que vous demandez à votre audience, c'est plus ou moins cher, quoi. Voilà. Je propose qu'on continue, qu'on reprenne le rythme, Hugo. Oui, allons-y. Merci pour toutes ces questions. On était dans on parlait de la mesure des résultats, donc on peut certes mesurer le nombre de messages que vous avez envoyés, l'augmentation de votre réseau et la qualité des contacts que vous avez ajoutés. Et puis après, il y a aussi le Social Selling Index, donc vous tapez Social Selling Index sur Google pour le coup, et c'est un petit outil qui vous donne un score de votre performance sur LinkedIn. Pourquoi c'est utile? Quand on commence, notamment, avant de se lancer dans les premiums et les sales navigateurs, il faut déjà avoir un bon score, un bon social selling, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir bien un bon score, voilà, à ça. Et qu'est-ce qui prend en compte? Est-ce que vous avez bien complété votre profil? Est-ce que vous cherchez déjà des bonnes personnes et que ces personnes, elles vous acceptent? Est-ce que vous échangez des informations? Est-ce que vous discutez? Est-ce que vous agrémentez votre réseau? Et ce score-là, ça vous montrera déjà si vous êtes plutôt efficace sur la plateforme quand vous êtes dessus. On va passer à la prise de parole, donc au contenu. On imagine que vous avez bien optimisé votre profil. Vous avez bien ajouté tous les éléments qu'il fallait. Vous savez utiliser la recherche LinkedIn. Vous commencez à détecter des profils, à regarder ce qu'ils partagent comme post, vous les ajoutez, vous discutez avec eux, etc., etc. Vous avez mesuré que vous avez de plus en plus de contacts intéressants. Et bien maintenant, vous allez pouvoir prendre la parole. Et prendre la parole, c'est important parce que pour que ces personnes que vous avez ajoutées, elles vous gardent en tête, elles veuillent en savoir plus sur vous, il va falloir leur donner du contenu utile, pertinent, intéressant. Et donc, pour attirer des prospects, pour les pousser à acheter votre produit, pour vous faire connaître, il faut établir une stratégie de contenu. Et une stratégie de contenu, c'est c'est penser à vos profils, à vos prospects, à votre cible, essayer de partager du contenu qui vont les intéresser parce que ça les aide à s'améliorer dans leur métier, ça leur apporte des solutions, etc. Ce que je veux dire par là, le contenu, c'est pas j'ai le meilleur produit du monde et le meilleur service, achetez. Le contenu, c'est je vais vous expliquer en quoi c'est important
d'utiliser ce produit et ce service-là et comment vous allez gagner en productivité, améliorer vos services, gagner en qualité de vie au travail, j'en sais rien. Voilà, donc il faut être tourné dans une approche de solution et pas juste comme un vendeur. Donc, comment on fait pour créer une bonne stratégie de contenu sur LinkedIn et globalement une bonne stratégie de contenu? À qui je m'adresse? Quels sont ses besoins? Quels sont les sujets du secteur? Quel format je vais utiliser? Des visuels? Des articles sur mon blog? Je vais faire un webinaire comme on le fait aujourd'hui. Et est-ce que je choisis d'activer LinkedIn, Facebook, une newsletter? En tout cas, voilà, c'est les grandes questions d'une stratégie de contenu. Ça pourrait faire l'office de pas mal de webinaires autres. Mais en tout cas, il faut se questionner sur les personnes, de quels sont ses besoins, quels sont les sujets qu'elle a en tête et comment moi je peux lui adresser des contenus utiles. On va prendre des exemples, ça va être plus parlant. Qu'est-ce qu'on peut faire comme contenu sur LinkedIn? On peut faire un témoignage d'un expert, donc prise de parole d'un membre de votre équipe ou de vous-même sur un sujet, votre vision, j'en sais rien, sur les dernières normes ISO, j'en sais rien, votre dernier sujet sur les évolutions du marketing RH, bref, une prise de parole directe, humaine, où vous prenez un parti pris, une vision sur votre métier et sur l'importance que ça a dans votre secteur. Ça, c'est souvent utile. Un livre blanc. Donc là, un livre blanc, vous savez, c'est un contenu à télécharger qui peut être, comment dire, hébergé sur votre site web. Ça peut être utile. Un livre blanc sur le futur de LinkedIn, un livre blanc sur le futur des prestations de conseil. Voilà, c'est des contenus de grande expertise qui peuvent intéresser vos prospects, vos cibles. On peut faire des vidéos sous-titrées, réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut rapidement, avec les bons outils, faire des contenus de qualité. On peut faire des visuels aussi, mettant en avant vos produits, vos services. Bref, il y a toute une panoplie de contenus, mais qui doivent être réfléchis dans une stratégie, c'est-à-dire à qui je m'adresse, quels sont ses centres d'intérêt professionnels et comment moi, je peux lui apporter un contenu qui va l'intéresser. L'intéresser, ça veut dire qu'il va, en tant que professionnel, lui permettre de s'améliorer, d'apprendre des choses grâce à vous. Et comme il va s'améliorer, cette personne va s'améliorer dans son métier et apprendre des choses, elle va vouloir discuter avec vous parce qu'elle va se dire, en fait, je dois travailler avec Hugo Corinne parce que c'est une personne qui m'a bien expliqué certaines choses, qui m'a bien expliqué, voilà, et qui m'a partagé des contenus utiles. Donc, j'ai envie de discuter avec elle pour voir ce qu'elle a à me proposer. Et après, ça match ou ça match pas. Ça, c'est autre chose. Donc, les contenus sont la clé. C'est-à-dire que on optimise son profil, on commence à ajouter des personnes, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous êtes dans une démarche proactive, vous ajoutez des personnes intéressantes et ensuite vous distribuez en fil rouge régulièrement du contenu pour qu'il y ait d'autres personnes qui s'abonnent à vous parce qu'elle est intéressée par votre contenu et que ceux que vous aviez déjà en réseau, ils ne vous perdent pas d'esprit. C'est-à-dire qu'ils vont voir vos contenus régulièrement, vous allez les nourrir par ces contenus-là. Parfois, ils vont réagir, parfois d'autres non. Mais en tout cas, ils vont rester dans votre réseau, ils vont vous voir passer dans leur flux d'actualité et un jour, peut-être qu'ils reviendront vers vous ou qui feront du bouche à oreille ou qui parleront de vous. Donc, c'est important, cette démarche que d'ajouter, d'être proactif pour construire son réseau et également en fil rouge, d'aller créer des contenus utiles, pertinents en ayant une stratégie de contenu bien réfléchie. Quelques outils qui peuvent être utiles pour autour de LinkedIn. Donc, prospecting qui s'appelle maintenant Wallaxy. Donc, c'est un outil d'automatisation. Donc, ça permet d'envoyer des invitations un peu plus automatiques à certains profils. Donc, par exemple, responsable RSE Île-de-France, il va me sortir une liste dans LinkedIn. Et ensuite, prospecting, il va envoyer une invitation à ces personnes-là. Ça peut être utile pour augmenter plus rapidement son réseau. Attention, ce que je vous disais, c'est que si vous faites que de l'automatisation avec des messages, etc., et directement du spam et que du message commercial, souvent, les retours ne vont pas être bons. Gardez en tête qu'il faut, tant soit peu, être dans une posture d'écoute et de conversation avant de tout de suite dire « voilà mon catalogue ». Il faut déjà questionner, essayer de discuter. Mais ces outils sont très utiles. Hunter, ça permet de trouver un email. Alors, il faut bien respecter tout ce qui est RGPD, etc. Mais vous avez détecté une personne, un nom-prénom sur LinkedIn et un nom d'entreprise. Et bien, grâce à Hunter, vous allez pouvoir potentiellement trouver l'email de cette personne-là. Donc, pouvoir lui envoyer un message par email. Et là, c'est encore plus touchy que sur LinkedIn. Si vous envoyez un email de prospection qui est raté, là, c'est perdu. Hein.
Vraiment, vraiment, c'est perdu. Là, pour le coup, il faut être vraiment assez sensible dans la démarche, etc., dans la question qui sont posées, dans l'approche qu'il faut amener de l'emailing. Si vous mettez un pavé comme ça, où vous parlez que de vous et de ce que vous faites de génial, ça va pas toujours passer. Pipedrive, c'est un CRM ludique, simple et accessible. Parce que vous avez rencontré des personnes, vous avez participé à un salon, vous avez fait du bouche à oreille, vous avez utilisé LinkedIn, il faut avoir un endroit où concentrer un petit peu toutes ces prises de contact. Et en fait, c'est assez visuel parce que à gauche, vous avez tous les contacts que vous avez détectés. C'est en colonne, ça fonctionne. À gauche, tous les contacts que vous avez détectés. À droite, les personnes à qui vous avez envoyé un premier message. Et puis, la colonne un peu plus à droite, c'est des méthodes Kanban en colonne. Ça permet de vraiment suivre visuellement comment, d'une prise de contact, c'est arrivé jusqu'à un rendez-vous. Et en plus, on se rend compte que plus on a des prises de contact au départ, plus à la fin, on a des rendez-vous. Il y a quand même un côté un peu mécanique, même si c'est beaucoup d'humain, de réflexion et de justesse dans les mots, il y a quand même un côté un peu mécanique aussi. Plus on contacte de personnes qualifiées, plus on aura de personnes en rendez-vous, j'ai envie de dire, intéressées. Tu me permets de compléter un petit peu Oui. juste sur 2 points, s'il te plaît. Donc, Prospecting ou Galaxy, effectivement, donc permet de faire des demandes de contact automatiques ou des scénarios aussi. C'est-à-dire qu'on peut remercier, n'oubliez jamais de remercier quelqu'un qui a accepté un contact. Ça fait une manière de rentrer en contact avec lui et de lui poser une question. Donc, on peut commencer quand même à faire 2-3 messages. Oui. On a parlé d'incarnation, mais on peut être très personnel dans ce qu'on raconte et dans ce qu'on fait. Sur le CRM, c'est une question qu'on me pose souvent. D'ailleurs, il y a des participants qui sont là aujourd'hui avec qui on en a parlé hier. Les CRM aujourd'hui, il y a une foultitude de solutions. Et les gens me demandent, mais comment trouver celui qui me va bien? Comment trouver un gratuit? Comment prendre un payant? Comment ci, comment là? Je dirais qu'ils ont tous les fonctions qu'a évoqué Hugo ici, Pipedrive, existe effectivement dans tous les CRM. C'est les gestions de flux, les gestions de funnels, etc. Là, je dirais qu'a priori, regardez un petit peu par rapport à ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez plutôt faire de la campagne marketing? Est-ce que vous voulez plutôt faire des nouveaux contacts qui rentrent? Est-ce que vous voulez plutôt gérer les tâches, gérer les interactions, synchroniser avec vos emails, etc. Posez-vous les questions. Puis après, c'est une question d'interface. Lequel vous plaît le mieux quand vous le regardez? Lequel vous trouvez le plus facile à utiliser? Donc, mais il existe aujourd'hui les solutions. Alors, elles ne sont pas forcément gratuites. Elles sont ce qu'on appelle freemium, c'est-à-dire que jusqu'à un certain nombre de contacts, l'usage est gratuit. Alors, il y a des usages bridés, c'est-à-dire que, par exemple, on a vu hier avec un de mes clients qui est là présent aujourd'hui, que avec certains usages gratuits, on n'a pas suffisamment de données pour segmenter, on va dire, sa base d'information, mettre des catégories de clients. D'autres logiciels le proposent. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu. Je vous invite d'ailleurs, on avait fait un webinaire sur ce sujet, se poser des bonnes questions pour choisir un CRM. C'est vrai que c'est important de savoir à quoi va vous servir le CRM. Ça ne sert pas uniquement à faire un répertoire de contacts, ça sert à savoir ce qu'on veut faire. Est-ce que je veux gérer le pipe? Est-ce que je veux faire des campagnes? Est-ce que je veux que ça me serve encore plus globalement à partager avec l'ensemble de l'entreprise des infos? Donc, c'est un petit peu toutes les questions à se poser. Voilà. Merci Hugo. Tout à fait. Merci pour ces éléments complémentaires, Corinne. Et puis, on va terminer, on prendra quelques questions encore. Donc, les grandes étapes pour se lancer. Il y a beaucoup de choses et c'est normal qu'il y ait beaucoup de questions. On ne peut pas en une heure répondre à tous ces aspects stratégiques de LinkedIn, etc. Mais je pense qu'on vous a pas mal ouvert quand même l'esprit sur tout ça. En tout cas, nous, on a détecté 8 étapes pour se lancer. Mais déjà, regardez où vous en êtes. Il en est où votre profil? Est-ce qu'il est bien complété? Est-ce qu'il y a les bons contenus? Qu'est-ce que vous avez d'ailleurs comme contenu à partager? Vos équipes, si vous avez des équipes, est-ce qu'elles sont dessus? Quels sont les messages? Comment sont rédigés votre bio? Comment sont rédigées vos offres, etc. Qui on veut atteindre sur cette cible-là? Ils sont où? Quels sont leurs alors, au-delà d'un nom et d'un job, c'est quoi leur état d'esprit? C'est quoi leur enjeu professionnel? C'est quoi leurs défis, leurs challenges? Ils ont quel âge? Ils sont dans quel métier? Ils ont fait quelles études? Qui on active comme profil sur LinkedIn? Est-ce que c'est votre profil de dirigeant? Est-ce que vous avez un commercial ou quelqu'un au marketing? Et si on active les deux profils, qui fait quoi? Est-ce que l'un se concentre sur des dirigeants, l'autre se concentre sur d'autres profils? Quel est le besoin en formation, en coaching? Formation plus complète sur LinkedIn, sur le contenu, sur Sales Navigator, sur la prospection digitale, voilà, pour aller plus loin que le webinaire. Je pense que c'est utile pour maîtriser les outils que d'être formé, sensibilisé à ce qu'on peut faire dessus.
animer quand même sa page entreprise pour avoir une présence institutionnelle forte et corporate. Créer les messages et supports, qu'est-ce que je rédige, de quoi je parle, quels sont les contenus que je vais créer, les visuels que je vais aussi créer. Demander régulièrement des contacts et puis faire la bascule entre les nouveaux contacts que j'ai sur mon profil et les inviter à suivre notre page entreprise. Et puis mesurer les résultats, c'est-à-dire qu'il faut essayer des choses, on essaye des messages, on essaye certains contenus, on teste des choses comme ça pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas et qu'est-ce qui fonctionne. Et c'est comme ça qu'on itère et qu'on devient actif petit à petit. Donc il y a vraiment des étapes, c'est vraiment une procédure avec des choses à mettre en place avant d'avoir des retours intéressants. Et ça, ce try and learn, il est aussi vrai, par exemple, pour la publicité. Vous en parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on fait une publicité sur LinkedIn, il vous propose, quand on fait une campagne plus exactement, il vous propose plusieurs formats de publicité. Et quelquefois, le fait que vous mettiez un call to action, alors un call to action pour les non-initiés, c'est un appel à l'action, faire quelque chose, télécharger, vérifier, cliquer là, etc. Juste la simple présentation, la photo qui est mise ou bien le type du call to action peut changer complètement. Donc, on ne peut pas vous dire, il faut absolument mettre ça. Non, c'est pas vrai. Il faut toujours être en mode try and learn, tester, regarder ce qui marche. Et puis, ce qui marche pour l'un marchera peut-être pas pour l'autre parce que sa concurrence est différente, son secteur est différent. Tout à l'heure, tout à fait au début, quelqu'un nous posait la question, effectivement, est-ce que les statistiques s'appliquent au secteur et au métier? Évidemment, il y a des déclinaisons suivant les statistiques et métiers. Mais ce qui est important, c'est que le monde change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites le monde B2B, il faut être sur LinkedIn parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un, même vous appelez un prospect, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous googliser et il regarde un peu où vous êtes, ou un partenaire ou un fournisseur, tout le monde recherche. Et aujourd'hui, c'est le réseau de référence en matière pour les pros. Hein. Voilà. Super. Voilà, donc pour aller plus loin, effectivement, voilà. C'est ce dont on avait parlé, si tu me permets, je vais dire sur ce slide-là. Donc, effectivement, Sales Navigator. Alors, Sales Navigator, c'est un peu plus cher, mais si vous avez comment dirais-je, la capacité, la surface suffisante, c'est vrai que c'est un mini CRM. C'est-à-dire que ça va vous permettre déjà d'avoir des recherches plus étendues, donc d'avoir des critères de recherche plus précis que ceux que vous avez dans LinkedIn. Vous pouvez ensuite faire des listes, c'est-à-dire qu'effectivement, comme quand on fait une campagne de prospection, on dit tiens, je vais prospecter aujourd'hui tel sujet, et bien là, on peut avoir une liste. Et puis à cette liste, on peut envoyer des messages, on peut faire des choses et on peut suivre les gens qui ouvrent les messages, s'y voient, etc. On peut aussi suivre ses cibles, donc ses contacts, sans être connecté. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que pour savoir, pour voir ce que fait quelqu'un, il faut être connecté a priori. Et aussi, il faut vous dévoiler, c'est-à-dire qu'il faut aller sur son profil, il faut voir. J'allais dire, Sales Navigator vous permet d'avancer masqué. Alors, on peut avancer masqué, mais par contre, on ne sait pas qui vous regarde. Alors, c'est un peu général dans les autres options payantes. Avec Sales Navigator, vous pouvez suivre des cibles sans être connecté. Et ce qui vous permet aussi, des fois, de rebondir sur leur actualité en ayant un filtre comment dirais-je, de leur actualité dans Sales Navigator. Vous savez, quand vous êtes dans le fil d'actualité standard de LinkedIn, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, LinkedIn affiche ce qu'il a envie. Alors que quand vous allez sur Sales Navigator sur un profil particulier, vous voyez tout ce que cette personne a dit. Il a liké ça, il a aimé ça. Ça veut dire que vous pouvez l'interpeller sur ces sujets-là. Et vous voyez s'il pourrait être intéressé par vos offres. Et dans une demande de contact, leur dire écoutez, j'ai l'impression que vous êtes intéressé par ci, par là. Moi aussi, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut en parler? Ou ce serait intéressant qu'on soit connecté, etc. Et c'est un petit peu comme ça qu'on peut rentrer plus facilement. Mais c'est vrai que c'est quand même un certain budget, parce que les prix évoluent régulièrement sur Sales Navigator. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont dépassé les 1000, ça y est. Donc, je pense qu'on peut regarder s'il y a encore des questions. Je pense qu'on a répondu au milieu à peu près à l'ensemble des questions. Il y en avait une à laquelle j'en avais oublié de répondre, mais j'ai répondu par écrit. C'est-à-dire que les messages, quand vous êtes connecté à quelqu'un, vous pouvez lui envoyer autant de messages que vous voulez. Mais par contre, si vous voulez envoyer un in-mail, c'est-à-dire un message privé à une personne sans être connecté, là, oui, il faut un abonnement payant, ce qui est un petit peu normal quand même. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, on a une. Il y en a une là justement. Sales Navigator pour page d'entreprise ou page dirigeant ou commercial. Alors, il y a les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que les abonnements Sales Navigator se prennent. Il y a différents types d'abonnements. Il y a l'abonnement unitaire d'une personne, d'accord. Et après, il y a des formules équipe ou des formules même entreprise
qui écoute là, c'est vraiment réservé aux grandes entreprises. Mais en tout cas, c'est toujours quand même, là, et c'est des contacts que vous contracterez directement avec LinkedIn et pas en prenant un abonnement sur place. Donc, pour les petites entreprises, je pense que l'abonnement déjà individuel permet de faire plein de choses. Et puis, c'est effectivement, c'est le commercial qui peut l'avoir ou le dirigeant. C'est celui qui en a besoin, celui qui prospecte. Donc, dans les petites entreprises, c'est souvent le dirigeant, mais ça peut être voilà. Celui qui prospecte, tout à fait. Ah, il y a une question sur les emails. Tu peux répondre peut-être, Hugo? Alors, c'est laquelle? Sur la question, tout à fait la dernière, sur la question des emails. Alors, je la vois pas, pardon. Tout à fait en haut. Ah, je vais te la lire. Oui, pardon, je la voyais pas. Je constate peu de retours. Que dois-je améliorer? Sur la question des emails, je constate peu de retours. Que je dois améliorer. Ce que j'ai dit, c'est peut-être qu'il faut revoir les séquences d'emails, c'est-à-dire vous êtes peut-être dans un premier message qui est beaucoup trop commercial au départ. Donc peut-être que le premier message, ça peut être un contenu qui réponde vraiment aux besoins de votre cible. J'en sais rien, un article qui explique les 6 avantages de tel ou tel service. Peut-être que le premier message, il est un poil trop commercial. Après, peut-être que par ailleurs, votre profil, il n'y a peut-être pas assez de contenu partagé, donc il voit votre email, il regarde votre profil, il voit pas assez de contenu partagé, donc ça crée pas forcément la confiance. Enfin, il y a là comme ça, il y a beaucoup d'éléments à revoir. Peut-être que la cible est pas tout à fait la bonne. Peut-être qu'il vaut mieux privilégier le fait de partager des contenus et d'ajouter vraiment les personnes. Elles seront plus enclins que l'email. L'email, ça reste une pub. Oui, je pense que voilà, est-ce que vous utilisez, pourquoi vous utilisez les emails, je dirais, par rapport à la demande de contact, Ouais, parce que voilà. si la demande de contact non plus n'a pas de résultat, tous les arguments, tout ce que vient d'écrire Hugo est vrai. C'est-à-dire si votre profil est pas enfin, bien taillé, bien optimisé en fonction de tout ce qu'on vient de vous dire, si vous partagez pas de contenu, c'est-à-dire qu'avant effectivement de se mettre à se mettre dans la marche, dans la guide de marche qu'a indiqué Hugo tout à l'heure, dans le plan, c'est d'abord qu'avoir un profil et des contenus qui soient à la hauteur, parce que sinon effectivement les gens n'ont pas envie d'aller vous suivre ou envie de voir tout cela. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Donc, je suis passée sur le dernier écran avant de vous remercier. Si vous avez encore des questions ou des choses à nous demander, parce que là, c'est pas toujours facile de traiter tout cela. On a essayé de répondre à tout le monde. Mais si vous avez des questions précises sur votre contexte particulier, n'hésitez pas à nous les transmettre. Soit via notre profil LinkedIn. Nigo et moi, on est évidemment, et on sera ravis d'être en contact avec vous. Avec plaisir. Soit via l'adresse email à dpme@digispin.io. Voilà, donc. Écoutez, merci pour votre audience, pour votre écoute, pour votre participation. Marine ou Hugo, vous avez peut-être des petites choses à rajouter? Merci à tous les deux pour toutes ces informations. Moi, je voulais vous donner la date des prochains webinaires qu'on fait ensemble dans le chat. Donc, on a le 7 juin où on revient sur les réseaux sociaux, les tendances 2023. Donc là, on fera vraiment une cartographie de tous les réseaux sociaux. Et le 22 juin, on va parler de WordPress avec les 10 bonnes pratiques pour bien réussir votre site. Il y aura également d'autres webinaires qui vont se rajouter sur le RGPD, donc n'hésitez pas à vous inscrire à tous ces webinaires. Merci à tous. Merci beaucoup, et puis au plaisir de se retrouver sur LinkedIn. Exactement. À bientôt. Au revoir. Au revoir.